Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec Alexis Cossette, qui est auteur et animateur de la chaîne YouTube Radio-Québec. Alexis Cossette, bonjour. Bonjour, Monsieur Berkoff. Bonjour. D'abord, merci parce que je sais que vous êtes au Québec. Il est 6h30 du matin. Merci, oui, c'est ça, merci. Voilà, merci de vous être réveillé si tôt. C'était pas évident, mais voilà. Écoutez, on est heureux de vous avoir. On est heureux de vous avoir d'autant plus que vous êtes très controversé. Et nous, écoutez, on aime bien les personnages controversés. On trouve que la parole doit être donnée. Et puis, moi, je vous ai vu sur votre réseau de Radio-Québec, sur votre compte YouTube de Radio-Québec, qui d'ailleurs a été fermé. Vous le dites vous-même. Je rappelle simplement, vous dites ma chaîne Radio-Québec comptait à elle seule plus de 120 000 abonnés. Ajoutez à cela 125 000 abonnés sur mes deux comptes Facebook. Parlons d'une censure touchant au moins 245 000 personnes, ce qui n'est pas mal. On va en parler, Alexis Cossette, mais au fond, vous pensez que... alors, les uns vous traitent de complotistes. À votre avis, aujourd'hui, se faire traiter de complotiste, ça devient presque un compliment ? C'est pas ça, en fait, c'est que ici en Amérique du Nord, dès qu'on conteste un peu la version gouvernementale sur le COVID, on se fait traiter immédiatement de complotiste. Si on émet des réserves sur le port du masque, sur l'utilité du port du masque, on se fait traiter de complotiste. Alors, c'est un terme fourre-tout pour catégoriser toutes les personnes qui émettent des doutes sur la version officielle du COVID. C'est simple comme ça. Ouais, mais rassurez-vous, en France, on n'est pas loin de cela aussi. Ça traverse l'Atlantique, ça. Nous, ce qu'on remarque en France, c'est qu'il y a énormément de liberté d'expression sur les plateaux. Moi, dans mes émissions de Radio-Québec, j'ai repris plusieurs des clips de Sud Radio d'ailleurs. On en discute du COVID, on conteste les chiffres, les mesures gouvernementales. Au Québec, ce n'est pas possible. Il y a seulement la version gouvernementale qui est acceptée et sinon, on tombe dans le complotisme. Mais pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qui se passe? Pensez que le Québec est une démocratie. Ça vous fait je sais pas exactement. Je ne comprends pas ici l'attitude des médias qui ont empêché toute contestation, toute réflexion sur les mesures gouvernementales qui ont été par ailleurs désastreuses. 90% de nos décès ont eu lieu dans les résidences de personnes âgées. Il y a eu une gestion désastreuse de cette épidémie. Les mesures ont été totalement inefficaces et les prévisions ont été mauvaises aussi. Et tous ceux qui ont sonné l'alarme, qui ont émis des doutes, se sont fait catégoriser complotistes. Alors, je ne sais pas pourquoi ici ça s'est passé comme ça. Et qu'en France, on a eu la possibilité d'avoir des débats sur les plateaux. Ah oui, on a des débats contradictoires, heureusement. Mais vous dites la censure qui est arrivée, vous pensez que c'est un peu à cause de ça? C'est à cause de vos traitements, de vos contestations sur le Covid, un peu? En fait, ce qu'on remarque, pour être honnête, c'est qu'il y a énormément de chaînes pro-Trump qui se sont fait censurer simultanément. Il y a quelques jours aux États-Unis. YouTube a fermé simultanément, une douzaine des plus grosses chaînes YouTube pro-Trump sur Internet. Ça fait partie d'un plan, selon moi, visant les communications de Donald Trump à 3 semaines de cette élection présidentielle historique. Oui. Et on invoque pratiquement n'importe quelle justification, n'importe quel motif pour fermer les chaînes. Oui, d'ailleurs, on l'a vu, vous avez vu, aujourd'hui, on en parlait encore, aujourd'hui, avec le New York Post qui avait parlé de l'affaire Biden-Bourouma, on va évidemment en parler, avec l'affaire Joe Biden et son fils Hunter Biden. Vous en avez vous-même énormément parlé, nous aussi d'ailleurs, et ce qui est extraordinaire, c'est que sur Twitter, on a censuré déjà des tweets de Trump, et le New York Post a été censuré et interdit sur Twitter et sur Facebook. La porte-parole de la Maison-Blanche a été censurée de Twitter. Pouvez-vous imaginer ce niveau d'ingérence d'une compagnie d'un géant de la technologie dans une campagne électorale? Oui. Alors ça devrait être considéré comme une contribution au Parti démocrate. Là, et clairement, ils ont mis leur poids dans la balance et ils ont fait en sorte, censurer la parole des représentants du gouvernement américain en pleine campagne électorale. Je ne sais pas si vous imaginez où on est rendu présentement. Là, c'est le niveau d'ingérence de ces géants de la technologie est absolument sans précédent et c'est une menace, selon moi, à la démocratie.
Alexis Cossette, à votre connaissance, c'est la première fois que ça arrive, ça comme ça, en pleine campagne électorale, je veux dire... À un niveau comme celui-là, oui. Parce qu'on sait que durant la campagne de 2016, c'est les médias sociaux qui ont fait élire Donald Trump. Ce ne sont pas les médias traditionnels. Les médias étaient contre Trump. Et Trump, avec l'aide de son ami, le général Mike Flynn, ont développé une stratégie de conflit informationnel asymétrique sur les réseaux sociaux. La désintermédiation. Pour contourner le blocus médiatique. Et donc, c'est Internet qui a fait élire Donald Trump. Et là, évidemment, le Parti républicain s'est dit cette fois-ci, et ses alliés là, dans les géants de la technologie se sont dit cette fois-ci que ça n'allait pas se produire. Pardon. Et donc, ils allaient mettre tout leur poids dans la balance au niveau des réseaux sociaux avec, je veux dire, des mesures de censure et d'influence comme celle-là. En 2016, il y avait eu toute la question des algorithmes de recherche. Bon, les médias sociaux avaient été utilisés afin de produire des algorithmes, savoir je veux dire, à qui s'adresser sur les médias sociaux. Bon, il y avait des stratégies de guerre de l'information, mais à ce là ici, c'était indirect. À ce moment-ci, c'est une censure et c'est une influence directe dans l'élection. Oui, oui. Et on le voit et on le sent. Alors justement, je voudrais rentrer plus avant parce que vous avez beaucoup écrit, commenté avec des documents, avec des vidéos, etc. Cette extraordinaire campagne et puis la position de Trump et de tous ceux qui veulent absolument l'abattre. D'ailleurs, depuis avant qu'il ait commencé à exercer ses fonctions de président, on ne va pas rappeler ici la collusion russe, le Steele dossier, le rapport Mueller, vous en avez beaucoup parlé et beaucoup de gens en ont parlé, qui a abouti au non-lieu que l'on sait. Et je voudrais vous faire écouter quelque chose, Alexis Cossette, je voudrais que vous mentiez. C'est une émission que j'ai faite ici il y a 1 mois et demi à 2 mois, où on avait un enregistrement, mais ce n'est pas un secret d'État, vous l'aviez sûrement aussi, un enregistrement de Joe Biden adressé au président de l'Ukraine d'alors, Petro Poroshenko. Écoutez. Voici un extrait qu'on traduira de la conversation de Joe Biden, ancien vice-président, actuel candidat démocrate à la présidence des États-Unis, avec l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko. Écoutez. Hey, Mr. President, Joe Biden, how are you? Very well indeed. As usual, when I hear your voice. Thank you. Well, you are doing very well. Congratulations on getting the new prosecutor general. I know there's a lot more that has to be done, but I really think that's good, and I understand you're working with the rod in the coming days on a number of additional laws to secure the IMF. But congratulations on installing the new prosecutor general. It's going to be critical for him to work quickly to repair the damage Shokin did. And I'm a man of my word. And that now that the new prosecutor general is in place, we're ready to move forward in signing that new $1 billion loan guarantee. Voilà. Et ça, c'est pas fabuleux. Ça vaut pas tous les témoignages. Voilà ce qu'il lui dit. Merci, Monsieur le Président, d'avoir viré Shokin. Shokin, c'était le procureur général ukrainien qui enquêtait sur son fils Hunter Biden. Voilà, vous avez mis un nouveau procureur général, bravo. Eh bien, maintenant, je suis un homme de parole et vous allez recevoir le $1 milliard que les États-Unis vous ont promis de près. Mais attention, $1 milliard, c'est pas de la poche de Biden, hein, c'est le contribuable américain. Eh bien, écoutez, maintenant que vous avez changé de procureur général, et maintenant que vous êtes débarrassé de ce crétin, de ce salaud qui osait enquêter sur mon fils, eh bien, le $1 milliard, vous allez l'avoir. Alexis Cossette, vous avez longuement enquêté sur cette histoire notamment et d'autres. Où on en est aujourd'hui? Comment vous réagissez à cela? Bien, en fait, dans l'extrait qu'on a entendu, là, on voit que c'est Joe Biden qui se rend coupable de trafic d'influence. Il l'avait lui-même admis devant le Council on Foreign Relations. Il s'en était vanté devant les caméras d'avoir fait renvoyer cet enquêteur, ce procureur Shokin. Oui. Qui enquêtait sur la compagnie de son fils. Et donc, ce qui est en train d'émerger de tout ça, c'est toute la question du trafic d'influence de Joe Biden, le fait qu'il favorise les membres de sa famille, etc., que les politiques du gouvernement américain, que
les différents postes, la vice-présidence, etc., étaient finalement achetables pour des grosses sommes d'argent. Hillary Clinton elle-même est coupable de ce genre de procédé, c'est-à-dire qu'avec, je veux dire, ce qu'on a découvert sur son serveur qu'elle avait chez elle, le serveur non sécurisé, elle vendait potentiellement des secrets d'État. Et donc, les États-Unis étaient à vendre sous les démocrates. Et, on est sûr de les démocrates Alexis ont accusé, Cossette, en fait. oui, Alexis Cossette, excuse-moi, on est sûr de ça parce que ça paraît tellement énorme quand même. Ah, eh bien, c'est sorti à heure de grande écoute. Là. Il y a la journaliste Maria Bartiromo qui a posé la question directement comme ça à Donald Trump. Elle a dit est-ce que c'est bien vrai ce qu'on entend à l'effet que Hillary Clinton vendait des secrets d'État sur le serveur non sécurisé. En fait, il y avait sur ce serveur des documents, des listes d'agents, des codes secrets, des plans de missiles, etc. Et c'était un serveur qui était non sécurisé et auquel plusieurs gouvernements étrangers ont finalement eu accès. Et les gouvernements étrangers qui ont eu accès à ce serveur-là, ça c'est avéré, sont également des gouvernements qui ont fait de larges contributions à la Fondation Clinton. Juste avant l'élection. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Alors, et là, finalement, on accuse Trump de collusion avec la Russie, alors que ce sont finalement les démocrates qui se sont rendus coupables de toutes sortes de procédés vicieux. Alexis Cossette, restez avec nous après une petite pause. On se retrouve après ceci. Et nous continuons notre conversation avec Alexis Cossette, animateur de cette chaîne radio sur la chaîne Radio-Québec, qui est très suivie. Je peux vous dire, Alexis Cossette, je vous le dis parce que quand j'ai annoncé hier que vous étiez effectivement dans mon émission, et j'ai eu autant de gens, même plus de gens qui m'ont dit « Ah, c'est formidable d'inviter Alexis Cossette, on est content d'entendre une voix libre », que de gens qui disent « Comment ce complotiste, etc. » Vous savez, c'est toujours pareil, ça on connaît, et ça fait partie à la fois du jeu et ça fait partie du débat, mais heureusement, nous, on a un débat. Alexis Cossette, je voudrais savoir, pour vous, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, au-delà même, pour les répercussions, évidemment, chez vous au Canada, c'est très fort, mais chez nous en Europe aussi. Sans faire de prédiction, vous pensez que toute cette polémique autour de la famille Biden, toutes ces polémiques qu'il y a eu avec les effets du Covid-19 de Trump, toute la campagne totale, les censures, etc. À votre avis, ça va donner quoi? Sans vous demander que vous fassiez le prophète, mais pour vous, vous sentez comment la chose? Vous me demandez de me prononcer sur l'issue de l'élection? Voilà. Donc, moi j'ai l'impression, évidemment, comme en 2016, que Trump a été capable de capter le cœur de l'Américain moyen. Oui. Que la majorité silencieuse est derrière Trump. C'est-à-dire qu'il y a les élites démocrates sur la côte Est et sur la côte Ouest qui sont favorables à Joe Biden, mais l'Américain moyen, moi j'ai l'impression que Trump a su se présenter comme le défenseur de l'Amérique et sur les questions essentielles, donc il a un dossier excellent sur l'économie et aussi sur la loi et l'ordre qui sont des dossiers centraux pour les Américains. Et les Américains sont dans une large majorité, satisfait de son travail. C'est-à-dire, ils considèrent, laissez-moi rephraser, ils considèrent qu'ils sont mieux économiquement maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 4 ans. Et ça, c'est un facteur décisif dans l'issue d'une élection présidentielle. En fait, à des niveaux, au niveau qu'on constate actuellement avec Trump, je pense qu'il est à 56%. Il y a 56% des gens qui considèrent qu'ils sont mieux placés maintenant qu'il y a 4 ans. À ce niveau-là, il n'y a aucun président qui ne s'est pas fait réélire. Mais je vais vous dire tout de suite, j'en ai longuement parlé dans mes émissions de Radio-Québec. Et là, nous arrivons à la fin de la campagne. Moi j'ai des doutes, en fait, sur Joe Biden. Je me questionne sur la stratégie du Parti démocrate, à l'effet qu'ils auraient choisi au mois de février dernier, fin février, mars, le candidat à la présidence le plus faible de l'histoire des États-Unis. Oui, c'est vrai que ça étonne. Un homme qui a de la misère à articuler, à parler, qui semble avoir des problèmes cognitifs, etc. Alors que pèsent de très lourdes accusations sur tous les hauts échelons de l'administration Obama. Obama lui-même, John Brennan, l'ancien directeur de la CIA, James Comey, l'ancien directeur du FBI, etc.,
Ces gens-là font face potentiellement à la peine de mort. C'est Trump qui lui-même l'a mentionné à plusieurs reprises. Il les accuse d'avoir tenté de le destituer. Donc, il les accuse de haute trahison, essentiellement de sédition et de haute trahison. Ces gens-là font face à la peine de mort. Oui, mais ça, c'est une bonne guerre, comme stratégie, le Parti démocrate aurait choisi le candidat le plus faible parmi... Mais pourquoi? Quel intérêt? Si effectivement Trump est réélu, il va continuer sa vengeance. En tout cas, il va continuer d'essayer de leur régler leur compte. C'est pas une vengeance, en fait, M. Berkoff. C'est de la justice. Ouais. C'est pas ici une vengeance, c'est d'aller au fond des choses, parce qu'ils ont tenté effectivement, l'administration Trump a toutes les preuves, certaines d'entre elles ont déjà été rendues publiques à l'heure de grande écoute, les preuves de cette conspiration, et là c'est une conspiration avérée de l'administration Obama visant à torpiller d'une part sa campagne présidentielle en 2016, c'est-à-dire qu'ils l'ont placé illégalement sous écoute électronique, et par la suite tenter de le destituer en tant que président avec cette histoire de collusion avec la Russie qui ne reposait sur rien. Et on a appris que Obama lui-même était au courant que tout ça ne reposait sur rien. Alors, donc, ils sont potentiellement coupables de haute trahison. Ils auraient choisi Joe Biden pour tenter de bloquer la réélection de Donald Trump qui produira nécessairement... Non mais Alexis Cossette, excusez-moi, il y a une contradiction. Pourquoi il choisit le plus faible et qui a peut-être les plus faibles chances de gagner? Si vraiment ils voulaient sauver leur peau en suivant ce que vous dites, on choisit, il y avait quand même d'autres candidats démocrates qui étaient plus jeunes, plus fringants, moins effectivement atteints que Joe Biden. C'est quand même étonnant. Il y a une contradiction là-dedans. Oui, exactement. Et donc, on arrive en fin de campagne. Et moi, j'ai longtemps dit que Biden ne pouvait pas être le candidat et qu'ils allaient sortir de leur manche un candidat surprise en fin de campagne. C'est-à-dire que la October Surprise, qu'on appelle dans les principes électoraux américains le October Surprise du Parti démocrate serait un changement de candidat à la dernière minute. Ah ouais. On échangerait Biden avec un candidat... bien en vue, très aimé. Moi, je pense que c'est Michelle Obama et je pense que ce changement de candidat va se produire incessamment. Je ne peux pas concevoir que les démocrates vont continuer jusqu'au jour de l'élection avec le candidat qui est le plus faible. Parce que vous pensez que encore aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre, que Michelle Obama, enfin, ça peut arriver. On ne dit pas que ça va arriver, mais ça peut arriver. Si ça n'arrive pas, les démocrates courent à leur perte. Je pense que Donald Trump a su capter, comme je vous le disais tout à l'heure, le cœur et l'âme des Américains, de l'Américain moyen, et que les démocrates le savent, qu'ils courent à leur perte et qu'ils ont besoin d'un événement, d'un as ou d'une carte pour changer la donne. On va le savoir ça dans les prochains jours, effectivement. Une question sur le Québec, Alexis Cossette. Est-ce que c'est vrai ou pas, parce qu'on nous a raconté ça, qu'au Québec, dans la lutte contre le Covid-19, la police peut pénétrer dans des appartements, je dis bien dans certains appartements, pour voir si les règles de protection sont observées? C'est vrai ça? Oui, c'est ça. Donc, ils ont normalement, on n'a pas le droit de pénétrer dans les maisons, mais là, ils ont évoqué une disposition, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller chercher des mandats de perquisition pratiquement instantanément, ce qu'on appelle des télémandats. Donc, ils se présentent à une résidence, ils ont un doute qu'il y a plus que 3-4 personnes à l'intérieur, que les gens ne respectent pas le confinement. Oui. Et là, on appelle un juge immédiatement. Et on obtient un télémandat pour pénétrer dans la maison. C'est-à-dire que on est rendu un peu comme l'Australie dans les mesures coercitives. C'est très, très, très préoccupant. C'est-à-dire le Québec se démarque présentement mondialement en termes de mesures coercitives et de suppression de la liberté d'expression. Et de ce point de vue-là, par exemple, votre chaîne aujourd'hui, elle sera rétablie. Là, vous vous battez, j'imagine, pour qu'on le rétablisse. Radio Québec, bien sûr. Et votre compte Twitter a été aussi supprimé, c'est ça? Non, le compte Twitter est toujours fonctionnel, mais je crois que ça ne saurait tarder. En fait, ils nous ont supprimés sur YouTube et sur Facebook. Nous avons perdu 250 000 abonnés, en fait, la plupart du trafic de Radio-Québec, en évoquant justement cette idée que nous faisions de la désinformation sur la COVID-19
alors que nous ne faisions que présenter des coupures d'articles scientifiques, des extraits vidéo des experts français, Toubiana, Toussaint, etc., Perron, dont plusieurs passaient à Sud Radio. Donc, notre position était essentiellement celle qu'on retrouve, par exemple, chez vous ou ailleurs aux États-Unis, mais au Québec, ça ne passe pas les géants de la technologie ont décidé de nous faire sauter à cause de ça. Et donc, on s'est retrouvé maintenant, Radio-Québec se retrouve sur Vimeo. Nous sommes en train de transférer toute notre infrastructure sur Vimeo. Donc, cherchez Vimeo, Radio-Québec sur Vimeo. Eh bien, écoutez, ça, c'est transmis. De toute façon, il faut le dire et il faut le répéter à tout le monde, que ce soit au Québec, en France, en Amérique ou ailleurs. La liberté d'expression est indivisible. Vous ne pouvez pas faire du 2 poids, 2 mesures là-dessus et en dire celui-là, il n'est pas d'accord avec moi, on le censure. Celui-là, il est d'accord avec moi, on le garde. Ce n'est pas possible. Sud Radio s'honore d'être une radio de liberté totale d'opinion, évidemment pas de diffamation, pas de haine, mais vraiment c'est très important. Alexis Cossette, on se rebranchera et merci d'avoir témoigné sur Sud Radio. Merci encore Alexis Cossette. Je rappelle votre chaîne YouTube Radio Québec qui risque de passer sur Vimeo.